Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Décryptage 360, votre rendez-vous consacré donc à l'analyse des grandes actualités d'ici et d'ailleurs. Deux sujets retiennent notre attention ce soir. D'une part, la Confédération AES poursuit donc la définition de sa stratégie diplomatique avec la CEDEAO à travers l'élaboration donc d'un document cadre destiné donc à encadrer les futures concertations entre deux organisations. D'autre part, le Niger franchit donc une nouvelle étape dans l'affirmation de sa souveraineté en officialisant donc son retrait de la Cour pénale internationale. Deux dossiers majeurs qui illustrent donc les mutations en cours au sein de l'espace confédéral et son positionnement sur la scène régionale et internationale. Pour en parler ce soir, nous avons le plaisir donc de recevoir le camarade Dabe Nogbo Wanaminu, écrivain ivoirien, par ailleurs donc panafricaniste. Bonsoir camarade et bienvenue sur Kadiba TV. Bonsoir camarade, merci beaucoup pour l'honneur. Merci d'avoir accepté notre invitation et j'ai envie de vous poser cette question. Et votre séjour au Burkina Faso, ça se passe bien? Oui, notre séjour se passe très bien au pays des hommes intègres, très très bien. Alors, premier sujet donc pour commencer, relation entre l'AES et CEDEAO, comme je le disais plus haut. Bientôt donc un document cadre pour encadrer donc le dialogue. Depuis donc Ouagadougou, des experts du Burkina Faso, du Mali et du Niger travaillent à l'élaboration d'un document stratégique donc destiné à encadrer les futures consultations entre l'AES et la CEDEAO. L'objectif affiché est de parler d'une même voix et de défendre donc les intérêts des populations de l'espace confédéral. Alors, camarades, avant donc d'entrer dans le vif de nos deux sujets, permettez-moi de vous poser une question générale. Quel regard portez-vous sur la révolution en marche au Burkina Faso depuis maintenant 3 ans? Oui, c'est une très bonne dynamique. Il faut savoir qu'il ne peut pas avoir de développement sans révolution. Toutes les grandes nations sont passées par la révolution française, 1789, la révolution américaine, la révolution chinoise, la révolution bolchevique, la révolution iranienne, la révolution vietnamienne, pour ne citer que cela. Donc je pense qu'aujourd'hui, la dynamique révolutionnaire ici au Burkina Faso est une très bonne dynamique, elle est inspirante et je pense qu'elle est promoteur pour l'avenir. Alors, camarades, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette dynamique impulsée donc par les plus hautes autorités du pays? Oui, c'est la détermination. D'accord. La détermination et surtout la volonté de puissance, de voir un Burkina Faso debout, un Burkina Faso développé à l'image des grandes puissances qu'on a l'habitude de citer, parce que ces puissances-là ne peuvent pas être développées pendant que nous autres, qui avons aussi toutes les capacités, tout le génie humain, on va rester en marge de ce processus de développement. Donc, cette volonté affirmée de voir le peuple burkinabé debout inspire véritablement cette dynamique de révolution. D'accord. Alors, venons-en donc à présent à notre premier thème. Depuis le 23 juin, des experts du Burkina Faso, du Mali et du Niger sont réunis donc à Ouagadougou pour élaborer un document cadre destiné donc à encadrer les futures concertations donc entre la Confédération de l'AES et la CEDEAO. Quelle analyse faites-vous de cette démarche engagée donc par les 3 pays de l'AES? Oui, c'est l'analyse que nous pouvons faire. Il faut rappeler que c'est une très belle démarche. Parce qu'il faut rappeler que c'est une confédération. Naturellement, quand on va discuter avec une autre entité institutionnelle, il faudrait que nous parlions d'une même voix. Et donc, c'est ce qui a poussé les 3 pays du Sahel à s'asseoir et à élaborer un document cadre qui va donc encadrer le processus de discussion avec donc la CEDEAO. Moi, je trouve que la démarche est déjà bonne. Elle permettra de pouvoir s'allier et s'aligner sur, on appelle ça comment, les éléments importants que nous voudrions véritablement auprès de la CEDEAO, puisque ce sont les échanges que nous ferions. Et donc, pour que nous soyons unanimes dans cette démarche-là, naturellement, il est important que ce cadre-là puisse être créé. Et donc, c'est déjà très important. Alors pour vous, pourquoi l'AES juge-t-elle nécessaire de définir donc un document cadre avant donc toute future collaboration? Oui, c'est pour ne pas se disperser et puis pour pouvoir véritablement encadrer les besoins donc de l'AES, puisqu'on va à des discussions. Naturellement, il faudrait que on sache de quoi on va discuter et qu'est-ce qu'on va discuter. Il faut que nous soyons sur la même longueur d'onde. Je pense que c'est ce qui a inspiré donc la mise sur pied donc de ce document cadre-là pour véritablement encadrer la dynamique des échanges avec la CEDEAO. Alors, pour finir avec ce sujet, en quoi ce document stratégique peut-il donc contribuer à la défense des intérêts des populations de l'espace de l'AES?
Oui, il faut rappeler que ce sont des échanges qui suffiront. Et à partir de là, ce qui est important, c'est que le document cadre qui sera défini va mettre en avant les besoins réels des populations et les solutions pour l'amélioration des conditions de vie de ces populations, puisque naturellement, nous sommes dans un espace où il faut échanger avec d'autres institutions et en mettant ce cadre-là en place, ça permettra véritablement aux populations de bénéficier. Il faut noter qu'on fait véritablement confiance, n'est-ce pas, aux autorités du Sahel qui connaissent la dynamique qu'il faut prendre et qui ont déjà pris cette dynamique-là. Et je pense qu'il faut simplement rester confiant et puis optimiste dans une démarche pour notre peuple. Donc, à vous écouter, on a comme l'impression que les pays de la Confédération ont su affirmer leur souveraineté. Justement, ils ont bel et bien affirmé leur souveraineté depuis 2023 à travers donc la mise sur pied de l'AES qui s'est confirmée en 2024, en juillet 2024. Il faut rappeler que nous sommes dans une dynamique de souveraineté pour que notre peuple puisse se développer. Il ne peut pas avoir de développement sans souveraineté et c'est vers la souveraineté que les pays de l'AES sont allés, chose qu'il faut encourager, qu'il faut saluer. Merci beaucoup pour ces précisions. Au-delà donc de ces rapports avec les organisations régionales, l'AES poursuit également sa réflexion donc sur ses relations avec certaines institutions internationales. C'est dans ce contexte que le Niger aussi vient de poser un acte fort sur le plan judiciaire et diplomatique. Le Niger a officiellement notifié donc aux Nations Unies son retrait du statut donc de Rome, traité fondateur donc de la Cour pénale internationale. Une décision qui s'inscrit dans la continuité de la dynamique engagée donc par les pays de l'Alliance des États donc du Sahel au nom de la souveraineté et de l'indépendance donc des États. Alors camarades, que signifie concrètement la décision du Niger de se retirer de la Cour pénale internationale? Ça signifie la volonté d'affirmer, d'assumer sa souveraineté. Parce qu'il faut rappeler que les pays de l'AES se sont inscrits dans cette dynamique-là de pouvoir se retirer de certaines organisations internationales qui ne font pas l'affaire donc des pays du Sahel. Et donc le retrait du Niger de cette Cour pénale internationale témoigne d'une volonté réelle d'affirmation de sa souveraineté. Alors, pourquoi les autorités nigériennes considèrent-elles aujourd'hui la CPI comme une institution insuffisamment équitable envers les pays de l'Afrique? Il suffit simplement d'interroger l'histoire. Toutes les personnes qui vont à la CPI, ce sont naturellement les héros, les leaders africains qui s'engagent dans une dynamique de souveraineté. Vous allez prendre le président Laurent Gbagbo, ces gens qui ont fait la CPI, mais je vais invoquer par exemple la charte de l'impérialisme en son article 27 qui est précis. Les lois et les tribunaux internationaux donc du système des Nations Unies est au solde de l'impérialisme contre les dirigeants révolutionnaires. C'est textuellement écrit. Donc il faut rappeler que la CPI devient en ce sens-là un danger pour toutes les nations africaines qui s'inscrivent dans une dynamique révolutionnaire panafricaniste de décolonisation bien évidemment. Alors, on a vu donc la déclaration donc de l'Union. On a jusqu'à 3 pays qui se retirent. Quelle appréciation faites-vous de façon générale? Oui, de façon générale, il faut rappeler que ça vient à point nommé. En principe, ça devait venir plus tôt. Mais il faut déjà saluer les dynamiques parce que on a finalement compris que les organisations internationales sont un piège pour le processus de développement de notre continent de façon générale et des pays de l'AES qui ont fait le choix de s'inscrire dans une dynamique souverainiste et indépendantiste. On ne peut pas penser le développement en étant dans des organisations internationales qui ont une vision contraire à notre démarche de souveraineté et de développement. Donc, il est important de pouvoir clarifier les choses et de prendre une position claire, celle de la décolonisation, de la révolution et de la souveraineté affirmée et assumée. Chose d'ailleurs à laquelle les pays de l'AES ont fait le choix de s'inscrire et qu'il faut saluer, qu'il faut encourager. On espère certains pays africains suivront véritablement la dynamique donc de l'AES parce que nous en avons véritablement besoin. Aujourd'hui, si on veut faire un bilan des organisations internationales sur le continent africain, ça serait un bilan accablant de désespoir et désespérant d'accablement parce que naturellement, les organisations internationales n'ont rien apporté du tout. Je pèse mes mots s'il vous plaît. Les organisations internationales n'ont rien apporté du tout à notre continent africain. Donc, il est important de faire un rétro-pédalage et puis, bien évidemment, de sortir de ces institutions-là, comme a donné le ton les pays de l'AES. Alors, dans la sous-région aussi, il y a des pays, par exemple, qui peuvent se retirer. Vous pensez que ça peut être quel pays pour vous? Bon, aujourd'hui, on voit un peu le Togo
qui essayent donc de se rapprocher des pays de l'AES. On a suivi récemment un colloque panafricaniste donc au Togo. Je pense que, et puis il y a quand même quelques journalistes togolais qui ont été nommés à l'Institut IPS. Donc je pense que ça pourrait quand même, le Togo pourrait aussi donner le ton. Et on ose le croire. C'est le rêve de tout Africain de voir véritablement les dirigeants africains prendre leurs responsabilités et puis donner une orientation claire pour, n'est-ce pas, le développement de notre peuple. Alors, que pensez-vous de la communication? On voit qu'il y a plein de fake news et tout, mais si on devrait faire une communication en ce sens, qu'est-ce que vous préconisez? La communication dans le sens La communication, la sensibilisation pour l'éveil de conscience. Oui, la communication est très importante. Et je pense que le camarade président, le capitaine Ibrahim Traoré, a bien dit qu'il faut communiquer. Parce que si on n'arrive pas à communiquer, il nous serait difficile. Notre chance, c'est que nous sommes à l'ère du numérique. Et à travers le numérique, on peut atteindre quelqu'un qui a 1000 km, 2000 km, 5000 km donc de la capitale, partout où il se trouve. Donc, il faut pouvoir communiquer, faire l'éveil de conscience. Et je profite donc de ce plateau pour saluer toutes les personnes qui s'inscrivent dans cette dynamique d'éveil de conscience, notamment Kaziba TV. Et je pense que c'est vers là qu'il faut aller. Il ne faut pas arrêter de communiquer. Chaque jour qu'il faut communiquer. Parce que les impérialistes communiquent contre nous. Il faudrait que nous aussi, à notre tour, nous mobilisons pour communiquer contre l'impérialisme. C'est très important. C'est une guerre de communication. Il ne faut pas céder. Il faut se mobiliser et il faut communiquer. Alors, dernière question donc avant de refermer les portes de notre émission. Quelles pourraient être donc les conséquences diplomatiques et politiques de cette décision pour le Niger, mais surtout pour l'ensemble des pays de l'AES? Bon, d'abord, une conséquence positive parce que ça nous permet déjà d'avoir confiance en nous. Et puis, de ne plus rester dans l'assistanat international où on pense que quand on est dans une organisation internationale, quand on sort de l'organisation internationale, on n'a plus de suivi parce que c'est la mentalité qu'on a inculquée, c'est l'esprit qu'on a inculqué aux Africains. Non, si vous sortez de la CEDEAO, non, dans 6 mois, vous allez mourir. Non, dans 6 mois. Mais on a vu qu'aujourd'hui, ça fait pratiquement plus de 4 ans que les pays tiennent debout et qu'ils avancent. Donc, ça sera une conséquence positive. Ça va permettre, on appelle ça comment, au Niger de pouvoir se réorganiser, d'aller de l'avant. Mais en même temps, il faut dire que il serait aussi important qu'on puisse également réfléchir à comment mettre sur pied nos propres mécanismes de juridiction au niveau de la sous-région, au niveau de l'AES pour pouvoir donc travailler de façon juridique dans ce sens-là également. Alors, vous êtes écrivain, vous êtes panafricaniste, nous sommes donc à la fin de notre émission. Quel est votre mot de fin? Oui, mon mot de fin, je voudrais déjà saluer les différents camarades présidents des pays de l'AES qui ont fait le choix d'insuffler une nouvelle dynamique révolutionnaire, patriotique, panafricaniste. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de rendez-vous qui ont été manqués. L'Afrique a manqué beaucoup de rendez-vous. Le vent de la décolonisation avait soufflé en 1958 avec la montée des nationalistes. On a vu que ça a été court-circuité. On a vu la dynamique révolutionnaire du capitaine Thomas Sankara qui a été également court-circuitée. Mais aujourd'hui, les pays de l'AES ont décidé de donner un souffle nouveau. Et ça, il faut véritablement saluer ça. Mais en même temps, il faut dire que le peuple a une très grosse part de responsabilité dans ce processus. Parce que, comme le disait le capitaine Thomas Sankara, nous ne pouvons pas nous développer sans mobilisation. La mobilisation est très importante. Il faut que le peuple arrive à veiller sur nos leaders parce qu'aujourd'hui, ce sont nos fétiches, comme on peut le dire, parce que ce sont nos boussoles qui nous guident vers la décolonisation, vers la révolution. Et je pense qu'à partir de là, la nouvelle Afrique viendra. Voilà qui est bien dit. Merci infiniment, camarade Dabenobo Wanaminou. Pardon, autant pour moi, pour vos analyses et vos éclairages. Je rappelle que vous êtes écrivain ivoirien et panafricaniste. Merci pour votre disponibilité surtout. Merci beaucoup à vous, camarades. Ainsi s'achève cette émission. À travers ces deux actualités, l'AES réaffirme donc sa volonté de défendre sa souveraineté tout en redéfinissant donc ses relations avec les organisations régionales et internationales entre dialogue avec la CEDEAO et repositionnement vis-à-vis donc de certaines institutions mondiales. Les États de la Confédération entendent leur voix et pour promouvoir donc la coopération fondée sur le respect mutuel et les intérêts donc de leur peuple. Madame, Monsieur, merci donc pour votre aimable attention. Rendez-vous donc à la prochaine émission de Décryptage 360. Très belle soirée à toutes et à tous. Bonsoir.